Bonsoir Gérard Davet et bonsoir Fabrice Lhomme. Merci beaucoup d'être avec nous dans un instant pour évoquer cette nouvelle enquête événement Les juges et l'assassin chez Flammarion. Vous êtes plongé dans le dossier d'instruction des ministres en exercice pendant la gestion du Covid, Édouard Philippe, Agnès Buzyn, Olivier Véran. Instruction fleuve, plus d'1 million de pages de dossier qui s'est clôturé en décembre dernier. Et comme toujours, vous révélez éléments inédits et même secret défense à la clé. On regarde l'invitation d'Hélène Bonduel, interview juste après. Si on vous invite, Gérard Davet et Fabrice Lhomme, c'est parce que vous vous êtes plongé dans un dossier judiciaire de 5 ans et de plus d'1 million de documents, la gestion de la crise du Covid-19 en France. Les juges, ce sont ceux de la commission d'instruction de la Cour de justice de la République, dont l'enquête vise principalement Édouard Philippe, Olivier Véran et Agnès Buzyn. L'assassin, c'est le virus qui a fait plus de 170 000 morts. Vous révélez les erreurs en chaîne depuis des années qui ont conduit à la pénurie de masques. Ce milliard de masques manquants qui était au cœur de la commission d'enquête de l'Assemblée nationale à l'été 2020. Et ce SMS du directeur de cabinet d'Édouard Philippe à la porte-parole du gouvernement en atteste. Masques, on n'en aura pas assez. Il faudra probablement dégrader notre doctrine d'utilisation des masques, priorité au personnel de santé. Les autorités tentent alors de dissimuler cette pénurie. Il s'agit d'une ressource rare. Il faut en être conscient dans la situation actuelle. J'insiste, l'usage du masque en population générale n'est pas recommandé et n'est pas utile. Des SMS entre membres du gouvernement, vous avez pu en consulter beaucoup, comme ces alertes de l'ancienne ministre de la Santé. Elle a déjà quitté son poste, mais s'inquiète d'un confinement qui tarde. Je ne perds pas mes nerfs, je suis lucide. Derrière vos décisions, ce sont des gens qui vont mourir. Le discours du président de ce soir est incohérent. Faites de la politique et prenez vos responsabilités. J'ai pris peut-être des positions à un moment courageuse et je les paye aujourd'hui par une protection policière, mais je ne regrette pas ce que j'ai fait et mes décisions. Responsable mais pas coupable, c'est en tout cas l'avis de la Cour de justice de la République, puisqu'aucun des 3 anciens ministres poursuivis n'a été mis en examen. Et bienvenue à vous Gérard Davet et Fabrice Lhomme. C'est quand même la première question, parce qu'il y a beaucoup d'éléments de révélation, on va venir dans le détail, mais c'est vrai qu'on se dit, au fond, ces 3 juges d'instruction, de cette commission d'instruction de la Cour de justice européenne, qui ont travaillé pendant 5 ans, le dossier vient juste d'être clos, vous y avez eu largement accès, tous ces ministres ne sont pas mis en examen. Et très probablement, vous l'écrivez, il y aura un non-lieu général. Donc on se pose tout de suite la question, au fond, pourquoi publier quasiment tout le dossier, mais avec votre regard, si personne n'est coupable? Alors on a entendu effectivement ces commentaires quand la CGR a dit que l'instruction était close. On a entendu des commentaires, y compris de collègues, qui disaient tout ça pour ça. Et on peut entendre ce commentaire-là quand on n'a pas eu accès à ce dossier. Mais le fait est que nous y avons plongé nos cerveaux en ébullition pendant de longs mois. Et en fait, en consultant ce million de documents, on a découvert des perles incroyables, des documents qui montraient, par A plus Z, que vraiment, il y a eu faillite d'État sur nombre de dossiers de documents. Et alors, ce qu'il est compliqué de faire comprendre effectivement aux auditeurs ou aux lecteurs, c'est est-ce qu'on peut être responsable et ne pas être coupable pénalement? Ben oui, c'est fort possible. Est-ce que quand on prend des décisions politiques, quand on est ministre en exercice, ça déclenche ou pas une responsabilité pénale? C'est tout l'enjeu de ce dossier. Il fourmille, au fond, parce qu'il y a des perquisitions, parce qu'il y a des saisies de téléphone, parce qu'il y a aussi des comptes rendus de conseil des ministres. Donc c'est un dossier tentaculaire, ça change tout par rapport à une commission d'enquête, ça n'a rien à voir. Ah, bien entendu, puisque les magistrats, avec sous leur contrôle des policiers et aussi des gendarmes, parce que dans cette affaire, beaucoup de moyens ont été déployés, ont des moyens justement que n'ont pas les députés ou les sénateurs. Ils peuvent prendre des mesures coercitives, faire des écoutes téléphoniques, même si en l'occurrence il n'y en a pas eu. En revanche, faire des perquisitions, saisir des documents, et puis faire des interrogatoires un peu plus musclés, on va dire, que dans une simple commission d'enquête. Et donc, effectivement, ça donne des résultats. Mais c'est très important de comprendre que nous, en tant que journalistes, on n'est pas là pour dire telle personne, par exemple tel ministre, doit être traduit en justice, doit être condamné. Non, c'est tous les dysfonctionnements, c'est toutes les alertes qu'on n'a pas entendues, c'est tout ce labyrinthe de l'administration de la santé où on se rend compte qu'il y a des multitudes de rapports sur les épidémies. C'est ça qu'on réalise à la lecture de votre livre. Tout à fait. Il y a eu
170 000 décès quand même en 5 ans, dont 32 000 sur la période qui nous intéresse, c'est-à-dire janvier à juillet 2020. 32 000 décès. Et nous, on a eu l'ambition d'écrire pour ces gens-là, pour ces gens qui ont perdu leurs proches et qui ont à subir le Covid et qui se demandent, mais finalement, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, là, on répond à leur question. Les masques, c'est l'une des révélations. Jusqu'en 2009, on a 2 milliards de masques. On n'en a plus que 100 millions au moment de la pandémie. L'administration sanitaire donc, ne renouvelle pas ses stocks. Il y a même une doctrine qui est écrite. On ne sait pas d'ailleurs par qui vraiment et qui l'a demandé. Il y a eu beaucoup d'alertes. Pourquoi rien ne se passe sur les masques? Il y a plusieurs choses. D'abord, la première, c'est celle que vous évoquiez, c'est-à-dire que des décisions ont été prises, décisions d'importance, en l'occurrence celle de confier la gestion des stocks de masques pour partie aux employeurs et seulement une petite partie pour l'État. Cette décision, personne ne sait qui l'a prise. Et non seulement personne ne sait qui l'a prise, mais une partie des personnes concernées, notamment les employeurs, ne le savaient pas. Donc évidemment, comment ne pas aboutir à une catastrophe? Donc c'est cette aberration politico-administrative que nous révélons. Oui. Et puis, par ailleurs, il y a autre chose, parce qu'on ne peut pas mettre tout sur le compte et sur le dos de l'administration. Ce serait trop facile. Les dysfonctionnements sont aussi purement politiques, dans le sens où on établit preuve à l'appui, document à l'appui, témoignage à l'appui, que les personnes qui étaient en poste au pouvoir en 2020, lorsque la pandémie éclate, savaient très bien que l'État aurait dû avoir un stock de masques absolument considérable, et pas seulement de masques, Donc vous nous dites que le gouvernement a dissimulé sciemment la pénurie de masques. Oui, alors le gouvernement, d'abord, dans un premier temps, n'a pas tenu compte des alertes de sa propre administration, lui signalant qu'il fallait renouveler les stocks, et ensuite, s'en apercevant, on a vu l'extrait tout à l'heure, a dit, on va mentir aux Français, on va leur dire que le masque ne sert à rien, alors que c'est pas qu'il ne sert à rien, c'est qu'on n'en avait plus. Donc quand Olivier Véran ou Sibeth Ndiaye expliquent qu'on ne doit pas porter le masque en population générale parce qu'il n'y a pas clairement de consensus scientifique, ils mentent. Oui, parce que la meilleure preuve en est que quand Olivier Véran arrive mi-février, le 17 ou le 18 février, à la tête du ministère de la Santé, il remplace Agnès Buzyn. Que fait-il? Il fait une énorme commande de masques immédiatement parce qu'il sait qu'il n'y a plus de masques. Donc après, il ne peut pas faire autrement. Enfin, nous pensons qu'il aurait dû faire autrement, mais lui, en tout cas, va à la télévision pour expliquer les masques, c'est pas si essentiel. Le choix qui est fait, c'est aussi de privilégier les acteurs. Ils vont se réfugier derrière des directives de l'OMS qui ne sont jamais venues, l'Organisation mondiale de la santé qui a complètement failli dans ce domaine, mais ce qui est important de noter, il a commencé par dire que le masque était inutile. Voilà, mais ce qui est important de noter, c'est qu'ils avaient tous les pouvoirs en place en France. Ils avaient reçu plus de 51 rapports précisément durant les années précédentes, disant clairement qu'une pandémie arrivait et que les masques étaient indispensables et essentiels. Alors on va regarder les auditions et pour chaque ministre, il y a énormément d'éléments et notamment les SMS. Agnès Buzyn, c'est édifiant. D'abord, il y a Jérôme Salomon, le directeur général de la Santé, qui est clairement dans ce livre pointé comme celui qui savait pour les masques également. Il dit d'ailleurs à la ministre de la Santé qu'il est prêt à jouer les fusibles, qu'il est prêt à sauter. Et les messages de Agnès Buzyn sont carrément cash, puisqu'elle explique, une fois qu'elle a quitté le ministère pour la campagne des municipales à Paris, que le conseil scientifique, c'est de la daube, je la cite, que Édouard Philippe est complètement à côté de la plaque. Elle le conjure de prendre une décision de confinement. Elle dit qu'il y a 15 jours de retard et Édouard Philippe ne l'écoute pas. Oui. Pourquoi ? Alors, déjà, il faut savoir que dans ce dossier, des SMS, des mails, il y en a des milliers. Nous, on les a triés, on a sélectionné certains, on en a reproduit donc certains, ceux qui nous paraissaient vraiment d'intérêt public. On ne le fait pas pour le plaisir, parce qu'il y a du fond derrière. On est au cœur de la machine étatique et on voit des dysfonctionnements à l'œuvre. Quand la ministre de la Santé sortante, j'allais dire, quelques jours après son départ, dit à l'exécutif, Édouard Philippe, mais aussi Emmanuel Macron, vous faites n'importe quoi et ça peut se payer en vie humaine, c'est pas rien quand même, c'est pas anecdotique, on est vraiment au cœur du sujet. Donc pourquoi, effectivement, Édouard Philippe et Emmanuel Macron n'écoutent pas ce que dit Agnès Buzyn, ni quand elle est ministre, non quand elle est partie de l'avenue Ségur, c'est parce qu'ils ont autre chose en tête, ils sont obsédés par les municipales, ils sont obsédés par la réforme des retraites déjà qu'ils préparent, ils sont obsédés à l'idée que les gilets jaunes puissent revenir, et c'est vrai qu'ils sous-estiment le virus, mais surtout, j'allais dire, ils accordent peu d'importance à Agnès Buzyn, qui ne vient pas du sérail politique. C'est important de le rappeler. Elle est ministre depuis 2017, mais c'est d'abord un médecin réputé, et donc elle n'est pas vraiment du sérail, donc ils se disent...
c'est un médecin et les médecins en font toujours trop. Alors qu'en fait, j'allais presque dire, elle n'en a même pas fait assez. Il y en a un quand même qui va reconnaître des erreurs. C'est le directeur de cabinet d'Édouard Philippe, Benoît Ribadeau-Dumas. Lui, clairement, il fait une forme de mea culpa, ce qui surprend les magistrats. Oui, il est très cash dans son audition. Il assume pleinement son action et également ses erreurs. C'est suffisamment rare pour être noté parce que vous chercherez nulle part la trace d'une éventuelle empathie ou d'une éventuelle contrition de la part de Buzyn, Véran ou Édouard Philippe. Il n'y en a pas. En revanche, lui, il dit clairement on s'est trompé. On s'est trompé plusieurs fois. On s'est trompé en communiquant, on s'est trompé en communiquant très très mal et on s'est trompé aussi sur la gestion des masques antérieurement à la crise en ne remettant pas en place le stock qui était indispensable. Donc oui, il dit les choses. Au moins, il y a de la sincérité là-dedans. On croise aussi Didier Raoult. Je renvoie au lecteur pour comprendre pourquoi notre président a continué à le fréquenter malgré tous les rapports scientifiques sur l'inutilité de l'hydroxychloroquine. Emmanuel Macron, article 67 de la Constitution, le président n'est pas responsable pénalement dans l'exercice de ses fonctions. Vous publiez dans ce livre une note d'Hélène Davot, qui est sa conseillère justice, qui vise à savoir si l'État va aider ou non, en quelque sorte, les juges dans leur enquête visant les ministres. Expliquez-nous. Eh bien, en l'occurrence, l'État a décidé, ou en tout cas l'Élysée a décidé de ne pas aider les juges et même de leur mettre des bâtons dans les roues. D'abord, en indiquant aux collaborateurs du président qui, eux, ne sont pas couverts par une immunité, qu'ils devaient tenir un seul discours, qu'ils devaient répéter aux juges un seul discours. Donc, ils se sont mis d'accord, on leur a fait répéter un texte. Donc, normalement, on sait que les témoins prêtent serment pour dire la vérité, rien que la vérité. Là, ils ont juste restitué des éléments de langage. Donc, c'est premier aspect un peu choquant. Et un deuxième qui est encore plus choquant, à notre sens, c'est que la conseillère justice de l'Élysée a réécrit le texte du président de l'Assemblée nationale destiné aux juges qui lui posaient des questions et l'a réécrit pour j'allais dire, que sa communication aille dans le sens du président de la République. C'est en contradiction formelle avec la séparation des pouvoirs et c'est l'un des aspects que l'on révèle dans le livre et qui n'est honnêtement le plus important. Pas le plus important, mais qui est mon sens, j'ai trouvé que c'était révélateur incroyable. et assez choquant sur le plan Mais il y a un autre aspect aussi qui nous paraît essentiel aussi, Fabrice, qui complète ce que tu viens de dire, c'est la commission d'enquête parlementaire, plus précisément la mission d'information Ciotti sur la gestion de la crise. On a quand même des éléments très clairs qui montrent, les échanges de SMS, que c'était truqué de l'intérieur, c'est-à-dire qu'il y a des membres de cette mission d'information, Renaissance, de la majorité, oui, qui transmettent des documents confidentiels à Agnès Buzyn avant son audition, ce qui est quand même assez abracadabrantesque. Et vous montrez qu'il lui donnait les questions à l'avance, c'est ça? Exactement. Et non seulement il lui donne les questions à l'avance, mais aussi des documents, la trame de l'enquête, et également aussi, ils ont fait un travail préparatoire sur les députés. C'est quand même particulier. Est-ce que les juges ont quand même pu travailler en toute indépendance sur un sujet, un dossier aussi sensible? À ce qu'on sait, ils ont travaillé en toute indépendance, même s'il y a eu les obstacles politiques. Il y a aussi quelques obstacles judiciaires, d'après ce qu'on a compris. Et on le raconte, je laisse les lecteurs découvrir comment et pourquoi. Mais en revanche, ils ont enquêté, ils ont eu les moyens d'enquêter, il faut le souligner. Beaucoup d'enquêteurs à leur disposition. C'est assez rassurant sur le fonctionnement de la justice en France, malgré tout, qui est souvent décrié. Mais là, on a 3 juges d'instruction indépendants qui ont mené une enquête, j'allais dire, profonde, pertinente, passionnante. Elle ne se traduira sans doute pas par un procès, mais j'allais presque dire c'est secondaire. Ce qui compte, c'est que leur travail, à notre avis, soit rendu public. Il avait vocation à rester secret, et nous, on pense qu'il est vraiment d'intérêt public, d'où ce livre. Donc, la CJR, la Cour de justice de la République, sert à quelque chose, puisque ces magistrats instructeurs ont pu travailler. Vous ne souhaitez pas sa suppression? Pour terminer, elle doit vraiment être améliorée. La formation d'enquête et d'investigation de la CJR est très intéressante et très importante. En revanche, la formation de jugement, c'est autre chose. Des parlementaires qui que ce sont des jugent députés. des politiques, c'est un souci. Merci beaucoup. Merci à vous. C'est absolument passionnant, ça se lit comme un polar, hein, même si ça fourmille de documents. Merci infiniment Gérard Davet, Fabrice Lhomme, pour vous faire une opinion sur la question de la responsabilité politique et de la responsabilité pénale. Les juges et l'assassin, l'enquête secrète au cœur du pouvoir, c'est à lire chez Flammarion. Merci. Merci. Messieurs.